Dans cette deuxième partie de mon intervention, je vais partager avec vous l'analyse sémiotique que j'ai faite sur ce roman en suivant la méthodologie de Jean-Claude Coquet, connue comme la théorie des instances énonçantes. Heureusement que monsieur le professeur Denis Bertrand en a parlé longuement ce matin. Ça va m'aider beaucoup parce que je suis limitée au temps, comme tout conférencier. Et donc, je passerai un peu vite la partie notionnelle de cette théorie-là. Et les notions fondamentales de la théorie des instances de Jean-Claude Coquet sont le discours, le sujet, la subjectivité, qu'il a puisé chez Émile Benveniste, son maître à lui, et l'instance énonçante et la typologie des instances énonçantes, on en a parlé ce matin, sujet, quasi-sujet, non-sujet, et la typologie des objets en tant qu'objet et quasi-objet. Donc, je vais juste définir chaque notion comme ça pour vous donner une idée. Et le discours, défini par Émile Benveniste, le langage mis en action est nécessairement entre partenaires et vraiment la notion centrale de la théorie de Jean-Claude Coquet. D'ailleurs, il a appelé, avant de baptiser sa théorie de la théorie des instances énonçantes, il a appelé son approche comme la sémiotique du sujet. Donc, ça montre que le sujet, c'est vraiment la notion centrale de son approche. Et il a emprunté la formule du discours de Benveniste qui était ego hic et nunc, en y ajoutant l'interlocuteur de ego. Donc il a fait une formule je, tu, ici et maintenant. Le sujet dans cette théorie aussi, notion prise à Benveniste, est tout à fait reliée à la notion de discours, donc, parce que Émile Benveniste disait qui dit discours dit sujet. Alors le sujet est défini par Benveniste comme suit. C'est dans et par le langage que l'homme se constitue comme sujet. Parce que le langage seul fonde en réalité, dans sa réalité qui est celle de l'être, le concept d'ego. Donc voilà, tellement précis la notion de sujet. Et la subjectivité, tout à fait reliée à cette définition, est la capacité du locuteur à se poser comme sujet. Nous voyons combien est sont inséparables les notions de discours, de sujet et de subjectivité chez Benveniste, et Jean-Claude Coquet adopte ces trois termes, il les fait siennes et il les développe dans sa théorie. Il a développé tout ce qu'il a pris de Benveniste, de son maître. Et la notion d'instance énonçante, finalement, qu'il a utilisée pour appeler sa théorie, il le définit comme suit. Dans la sémiotique subjectale et discursive, la priorité est donnée à la notion d'instance énonçante, c'est-à-dire à la relation du discours à son centre organisateur, centre de production et de régulation. Ce matin, M. Bertrand a qualifié l'approche de Coquet comme centripète. C'est vraiment une appellation, une très belle appellation, et je pense que cette citation confirme cette appellation de Denis Bertrand, et on voit que vraiment c'est au centre l'approche au centre du langage, qui est le sujet, et qui est l'instance énonçante en fait, et que se dirige l'approche de Coquet. L'instance énonçante se place dans l'approche phénoménologique de Coquet à l'articulation de deux mondes. On en a parlé ce matin aussi, la physis et le logos. La physis est le monde de la prise des phénomènes et le logos est le monde de la reprise des phénomènes de la réalité par l'esprit qui les juge et qui les conceptualise. Je fais ce schéma-là pour mieux expliquer à mes étudiants dans mes cours cette composition assez complexe de l'instance énonçante que Jean-Claude Coquet place dans deux mondes
qui sont articulés, le logos et la physis. Et il pense que l'instance énonçante a 4 composantes, 4 instances. D'abord, premièrement, l'instance de base qui est le corps, qui établit le premier contact avec la réalité. Il perçoit les phénomènes de la réalité dans le monde de la physis et en les passant par un filtrage, il les renvoie à la seconde composante qui est l'esprit, qui les juge et qui les évalue. Et c'est fait dans le monde de Logos. Et dans ce cas, l'instance de base corporelle et l'instance judicative constituent le domaine de l'autonomie de l'instance énonçante. Là, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, on est libre, on est autonome. Mais malheureusement, on n'est pas si autonome que ça, parce que nous avons aussi un domaine de dépendance, dit par Coquet le domaine de l'hétéronomie. Et là, nous avons encore 2 composantes qui entrent en jeu. L'instance immanente qui regroupe les forces en nous, chez nous, et qui sont capables de nous guider, de nous manipuler, de nous faire faire des choses à l'encontre de notre volonté. Ce sont des pulsions et des passions. Et quatrièmement, nous avons une instance transcendante qui regroupe les forces agissant sur nous. Parce que l'être humain est un être social. Il vit dans une société et cette société-là a une certaine dominance sur lui, a des sanctions sur lui. On n'est pas libre quand on vit dans une société. Donc, il regroupe l'instance transcendante, regroupe les forces de nature cosmique, parce que nous vivons dans un cosmos, et de nature symbolique, parce que nous vivons dans une société. Voilà, qui nous impose ses lois, ses habitudes, ses doxas, etc. Voilà. Et après cette précision de l'instance énonçante, Jean-Claude Coquet avance une typologie des instances énonçantes à 3 termes, suivant le critère de jugement. Et donc, il prend la notion de sujet, qui est un sujet qui est connu depuis l'Antiquité, qui était une notion de grammaire, de linguistique, etc. Mais ce sujet-là, de grammaire, était une notion assez pauvre. Parce qu'en grammaire, qu'est-ce que le sujet? C'est celui qui fait quelque chose, c'est tout. Alors que dans cette théorie-là, le sujet, c'est quelqu'un qui agit de conscience et de volonté. Donc il est autonome, il est libre, il fait ce qu'il veut. Et dans ce cas, il est placé dans le domaine du logos. Il peut juger les actes, les phénomènes. Le contraire, c'est le non-sujet, placé dans la physis, et là, le non-sujet manque de jugement. Il n'est plus capable de juger. Ou bien, il n'est plus capable d'agir de sa propre volonté, parce qu'il a des oppressions sur lui. Et entre les deux, il y a le quasi-sujet qui se place au seuil entre le logos et la physis. Et donc, c'est une instance pour laquelle le jugement est affaibli pour un laps de temps. Ça ne dure pas longtemps, l'état de quasi-sujet. Et, par exemple, on a parlé ce matin de lapsus. Je donne très souvent l'exemple de lapsus comme un acte de quasi-sujet. Parce que le lapsus, c'est quelque chose qui nous échappe. Ce n'est pas ce que nous avons voulu dire, ça nous échappe vraiment de la bouche, parce que l'autocontrôle s'affaiblit en ce moment. Mais c'est vraiment quelque chose de momentané, après on se reprend et on se corrige. Si c'est en oral, bon, on est à l'écrit aussi. Voilà, donc il fait une typologie d'instance à 3 termes comme ça, et la notion de non-sujet, c'est une notion tellement riche qu'à partir des exemples que j'ai recueillis, moi-même, les exemples donnés aussi par Coquet, j'ai avancé une typologie de non-sujet vie catégorie. C'est tellement riche. Et d'abord, il y a les non-sujets naturels. En fait, c'est un état par lequel nous sommes tous passés, parce que c'est vraiment les enfants en bas âge, avant l'âge de raison.
Les petits-enfants, les jeunes enfants ne sont pas capables de juger vraiment les réalités. Ils peuvent dire n'importe quoi, ils peuvent faire n'importe quoi jusqu'à l'âge de raison. Après, il y a des non-sujets pathologiques, donc les cas des maladies, par exemple Alzheimer et démence, qui se répand ces jours-ci, ces derniers temps. À part ça, il y a les non-sujets sous l'effet thérapeutique, par exemple les patients sous l'anesthésie qui ne peuvent plus juger. Et les non-sujets sous l'effet chimique, par exemple des ivres, des ivrognes, des drogués, ils ne peuvent plus juger. Les non-sujets soumis à l'instance immanente. Alors là, il s'agit des personnes sous l'emprise de la passion ou de la pulsion. Les non-sujets soumis à l'instance transcendante, des personnes sous la domination sociale, religieuse, idéologique, etc. Et nous passons par moments tous par ça. Les non-sujets programmés, ce sont des individus devenus automates qui se comportent comme des robots, ça existe aussi, qui ne jugent plus quoi que ce soit. Et les non-sujets à l'identité réduite, et par exemple les personnes qui se sont adonnées à un but idéologique ou personnel ou scientifique et qui refusent toutes les autres existences, par exemple un scientifique qui se donne vraiment à la science et qui ne fait rien d'autre. Donc voilà, j'ai avancé une typologie pour montrer la richesse et la variabilité des exemples de non-sujets. Parce que ça c'est très important, surtout pour ce roman, parce que nous allons voir que surtout le personnage principal, Georges, il va apparaître très souvent, soit comme non-sujet, soit comme quasi-sujet. À part cette typologie des sujets, il fait une typologie des objets aussi, et à deux termes cette fois-ci, objet et quasi-objet. L'objet, c'est ce qu'on peut décrire en utilisant des prédicats cognitifs dans le monde du logos, toujours. Alors que le quasi-objet, c'est ce qu'on peut dire seulement, on ne peut pas le décrire, on ne peut que le dire par des prédicats somatiques, et on est dans le monde de la physis. Et Coquet le définit, je vais donner la même définition donnée par Denis Bertrand ce matin. Un être sans frontières, un être qualitatif à l'identité incomplète ou fuyante. Je donne, pour montrer cette relation entre un quasi-sujet et quasi-objet, l'exemple de cauchemar. Parce que ça, c'est une expérience que nous avons faite et nous faisons souvent. Ça nous est arrivé à tout un chacun, j'imagine. Quand on fait un cauchemar, quand on se réveille, en général, on se réveille par une réaction corporelle. On peut crier, on peut pleurer, on peut trembler, on peut être tout en sueur. Il y a vraiment une réaction corporelle parce que le cauchemar, c'est quelque chose qui bouscule. Et quand on se réveille, pour un laps de temps, on ne sait pas si c'est la réalité ou si c'est le rêve. Parfois, on se dit, mon Dieu, un cauchemar, c'est toujours mauvais. Parfois, c'est catastrophique. On peut se dire, mon Dieu, que ce soit un rêve, que ce soit un rêve, que ce ne soit pas de la réalité. Vous voyez, donc là, le sujet, c'est un quasi-sujet qui ne sait pas définir ce à quoi il fait face en ce moment-là. Et le cauchemar lui-même, c'est un quasi-objet. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas si c'est un rêve ou si c'est de la réalité. Donc je pense, avec cet exemple, on peut peut-être éclaircir le sujet, enfin, le contenu de la notion. Alors, pour ce roman, surtout, ces notions-là nous intéressent particulièrement parce que, comme je viens de dire, Georges est très souvent non-sujet ou quasi-sujet. Il n'est plus capable de juger parce que sous l'atrocité de la guerre, il est déboussolé. Et quand on n'a pas vécu une guerre, on ne peut peut-être pas réaliser à juste titre, mais maintenant nous voyons à la télé les scènes de la guerre. Même ça, c'est peut-être suffisant pour réaliser combien ça peut être atroce, la guerre. Alors là, le roman nous raconte. Georges, il est incapable
de juger le monde, de juger les phénomènes de la réalité. Et donc, c'est un sujet égaré qui a un esprit embrouillé. Il est donc au seuil entre le logos et la physis, très souvent. Et quand le cas s'aggrave, il devient non-sujet. Il perd le lien complètement avec la réalité et il passe dans le monde de la physis. Je vais vous présenter quelques passages qui nous montrent cela. Et voilà un passage où Georges apparaît comme non-sujet. Et Georges, à moins que ce ne fût toujours blême, s'interrompant lui-même, bouffonnant, à moins qu'il, Georges, entre parenthèses, ne fût pas en train de dialoguer sous la froide pluie saxonne avec un petit juif souffleté, ou l'ombre d'un petit juif, et qui n'allait bientôt plus être qu'un cadavre, un de plus, de petit juif, mais avec lui-même, c'est-à-dire son double, tout seul sous la pluie grise, parmi les rails, les wagons de charbon, ou peut-être des années plus tard, toujours seul, quoiqu'il fût maintenant couché à côté d'une tiède chair de femme, toujours en tête à tête avec ce double, ou avec Blum, ou avec personne. J'imagine que vous êtes déboussolé aussi. On ne sait pas, hein, mais on parle de qui? On est où? Quel est l'espace dont il s'agit? Quelle est la temporalité? Tout est vraiment embrouillé. Un spécialiste de Claude Simon, David Zemmour, il a beaucoup travaillé sur son œuvre et il a beaucoup écrit sur le participe présent dans la route des Flandres. Ça, c'est surtout cet usage de participe présent, c'est très particulier. Et comme j'ai dit tout à l'heure, dans la plupart du roman, il n'y a pas de verbe conjugué. À la place du verbe conjugué, Claude Simon a utilisé le participe présent. Alors, David Zemmour interprète. Georges ne sait plus où il est, ni quand il est, ni même qui il est. Le roman le montre sans cesse en train de s'interroger sur l'endroit où il se trouve, sur l'heure, sur lui-même. Donc, cette analyse de David Zemmour, du personnage Georges, signifie en termes sémiotiques qu'il est non-sujet, en fait. Effectivement, en faisant l'amour, Georges s'abandonne. Auprès de Corinne, il boit le lait de l'oubli et perd toute maîtrise de sa mémoire et même tout repère spatio-temporel. Donc cette fois-ci, ce n'est pas à cause de la guerre, mais c'est à cause de l'amour. En fait, il perd tout lien. Un exemple de quasi-sujet, quand Georges est un peu plus lucide, mais pas toujours tout à fait, comme dans l'exemple suivant, Emer, il est candidat à le lire. Au milieu de cette espèce de décomposition de tout comme, sinon pas une armée, mais le monde lui-même tout entier, et non pas seulement dans sa réalité physique, mais encore dans la représentation que peut s'en faire l'esprit. Mais peut-être était-ce aussi le manque de sommeil, le fait que depuis 10 jours, nous n'avions pratiquement pas dormi, sinon à cheval, était en train de se dépioter, se désagréger, s'en aller un morceau, un homme, un rien. Oui, il est difficile de lire le texte voilà, justement, sans avoir une familiarité avec ce type de texte. Alors, dans ce passage, le manque de sommeil, donc la fatigue, affaiblissent le jugement de Georges et il se transforme en quasi-sujet. Et dans le passage suivant aussi, nous le voyons en quasi-sujet. Quelque chose d'insolite, d'irréel, d'hybride, en ce sens que ce qui avait été un cheval n'était plus à présent qu'un vague tas de membres, de cornes, de cuir et de poils collés, aux 3/4 recouverts de boue. Georges, se demandant sans exactement se le demander, c'est-à-dire, j'attire votre attention sur le participe présent, c'est-à-dire
constatant avec cette sorte d'étonnement paisible, ou plutôt émoussé, usé, et même presque complètement atrophié, par ces 6 jours au cours desquels il avait peu à peu cessé de s'étonner, abandonné une fois pour toutes cette position de l'esprit qui consiste à chercher une cause ou une explication logique à ce que l'on voit ou à ce qui vous arrive. Vous voyez, il n'est plus capable de chercher une explication logique. Il est sorti du domaine de logos. Il est devenu quasi-sujet. Bon, je passe. Autre exemple de quasi-sujet. À travers cette sorte de demi-sommeil, cette sorte de vase marron dans laquelle j'étais, pour ainsi dire, englué. Vous voyez, il est englué dans une sorte de demi-sommeil. Donc, il n'est plus lucide, il n'est plus vigilant, il ne peut plus juger. Et donc, voilà, Georges apparaît comme un quasi-sujet dont la vigilance est atrophiée, puisqu'il ne cherche plus une cause ou une explication logique à ce que l'on voit. Georges, en tant que quasi-sujet, est en face d'un quasi-objet dont la saisie échappe au logos. Et ce quasi-objet, en fait, c'est un cheval tué. Et il couche par terre. Et le texte revient plusieurs fois à ce cheval tué couché par terre. Alors, je le lis, le passage. Il le vit lentement pivoter. C'est le cheval. Il le vit lentement pivoter au-dessus de lui, comme s'il avait été posé sur un plateau tournant, d'abord au premier plan, la tête renversée, présentant sa face intérieure, fixe, le cou raide, puis insensiblement les jambes repliées s'interposant, masquant la tête, puis le flanc maintenant au premier plan, la blessure, puis les membres postérieurs en extension, collés l'un à l'autre comme si on les avait ligotés, la tête réapparaissant alors, tout là-bas derrière, dessinée en perspective fuyante, les contours se modifiant d'une façon continue, c'est-à-dire cette espèce de destruction et de reconstruction simultanée des lignes et des volumes. Les saillies s'affaissant par degrés, tandis que d'autres reliefs semblent se soulever, se profilent, puis s'affaissent et disparaissent à leur tour, au fur et à mesure que l'angle de vue se déplace. Donc, on raconte, en fait, on essaie de parler, de dire le cheval tué. Georges le voit depuis le cheval sur lequel il est. Donc, le cheval tué, il est en bas. Et j'ai accentué cette expression en perspective fuyante, les contours se modifiant d'une façon continue, parce que, si vous vous souvenez, Jean-Claude Coquet avait défini le quasi-objet. Pardon. Il est où là? Un être sans frontières, un être qualitatif à l'identité incomplète ou fuyante. Vous voyez? Donc, le cheval tué, ce passage qui concerne le cheval tué constitue un bel exemple de quasi-objet dans le texte. Alors, le quasi-objet, le non-sujet, le quasi-sujet, tous ces termes-là et l'emploi du participe présent sont liés dans ce roman. Et comme le dit David Zemmour, le participe présent est la forme verbale privilégiée pour retranscrire l'égarement de Georges, ne variant ni en temps ni en personne. C'est bien une forme atemporelle et apersonnelle, ne prenant pas en compte le sujet et l'époque. Simon y recourt pour traduire la disparition de tout repère ressenti par Georges, en particulier celle du sujet lui-même, peu à peu anéanti. Donc, c'est pas pour rien qu'il a choisi le participe présent. Donc, tout ça, c'était lié.
Donc, ce sujet égaré qui perd tout repère de lui-même est bien le non-sujet ou le quasi-sujet de la théorie des instants suivant le degré de perte de jugement. Donc, le participe présent décrit par Zemmour comme une forme atemporelle et apersonnelle est peut-être la forme verbale la plus convenable, la plus appropriée à Georges, non-sujet ou quasi-sujet, qui essaie de survivre à ce flot de sensations qui le submerge. Alors, donc, après cette analyse de l'usage atypique du participe présent simonienne, selon la typologie des instances énonçantes, qui nous révèle en fait que Georges est traumatisé par l'atrocité de la guerre. Donc il apparaît comme un sujet égaré qui a un esprit embrouillé et le jugement lui manque, il ne maîtrise plus ni le temps ni l'espace, il perd le lien avec la réalité. Donc le recours de ce monde au participe présent signifie notamment la recherche d'une nouvelle façon de dire qui pourrait refléter l'égarement de Georges. Effectivement, le participe présent est une forme atemporelle, apersonnelle, et tout en l'étant convient tout à fait pour traduire la disparition de tout repère ressenti par Georges, en particulier de lui-même, peu à peu anéanti. Alors, qu'est-ce que je devais faire en turc? Parce qu'il n'y a pas de forme correspondante, équivalente en turc au participe présent. Par exemple, pour la traduction anglaise, c'était facile. Le traducteur en anglais a mis la forme ing et ça fait l'affaire, il n'y a pas de problème. C'est tellement pratique. Mais en turc, on n'a pas la même possibilité. Nous avons plusieurs éléments pour traduire le participe présent selon les contextes, mais dans des usages standardisés. Donc, je ne vais pas m'attarder trop, mais par exemple, selon le contexte, on peut utiliser l'élément avec le suffixe un, en. Par exemple, si c'est une phrase comme « le même pont de mur s'écroulant plusieurs fois ». Donc ça, il n'y a pas de problème pour le traduire. Ça, c'est un usage standardisé. Bien, donc on a le moyen. Un autre usage standardisé, par exemple, quand on dit les chevaux repartaient en trottant. Et là aussi, il s'agit en fait d'un gérondif. Et donc, il n'y a pas de problème. On peut le traduire en utilisant la forme erek arak. Sinon, s'il s'agit de deux actions simultanées exprimées par le participe présent du français, on a aussi le moyen en turc. On peut utiliser le ken. Adamlar atların arasında koşarken, arkalarından küfrederken, dizginlere asılırken, eğlenirken, donc c'est facile, il n'y a pas de problème. Quand il s'agit de plusieurs actions simultanées, donc là, pour l'action la plus ancienne, on a encore un autre élément. Donc la langue turque est très riche en fait. Donc il manque pas de moyens, mais c'est que c'est un nouvel usage de la part de Claude Simon. Donc il n'y a pas de correspondant en turc. Alors quoi faire? J'ai essayé d'utiliser erek arak. Ça n'a pas marché. Kent, ça n'a pas marché. Et la solution est tombée toute seule quand j'ai traduit une phrase, je ne sais plus laquelle. Bon, je donne une phrase simple pour vous montrer. Là où il a dit « Georges regardant le cheval », j'ai dit « Georges ata bakmakta ». Parce que l'essentiel du participe présent, c'est de la localisation du sujet dans l'action. Et cette forme verbale en turc fait ça. Il localise le sujet dans l'action. Donc on peut le considérer comme équivalent, au moins sémantiquement, même si ce n'est pas équivalent formellement. Donc on a pu sauver quelque chose. Pas tout, mais pour le tout, je n'ai pas trouvé de solution. Si vous avez une meilleure solution, je suis vraiment prête à l'accueillir. Mais je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pu trouver que ça. Et je pense que ça a été quand même un usage à cette fréquence, un usage quand même nouvel,
nouveau parce que on ne l'utilise pas à cette fréquence dans un roman, cette forme verbale. À part ça, il y avait des passages où j'ai pu utiliser... bon, je passe ça. J'ai pu utiliser Elek Arak là, lorsqu'il s'agissait des phrases qui se terminaient par les paroles des personnages. Là, ça allait. Il n'y avait pas de problème parce qu'il s'agissait de décrire la manière dans laquelle la personne parle, quoi. Et donc là, Elek Arak, ça allait l'affaire, ça faisait l'affaire, il n'y avait pas de problème. Par exemple, là, on peut peut-être voir un exemple. Si Iglesia et lui, pardon, Iglesia et lui. Là, pour les parenthèses, je vais dire tout à l'heure, et les parenthèses aussi, ça complique beaucoup le discours, parce que le discours est tellement embrouillé que parfois les parenthèses sont là pour éclaircir. Par exemple, ils, on ne sait plus qui sont ces ils. Et les parenthèses nous aident en disant Iglesia et lui. Restez là, stupides, arrêtés, juchés sur leur échalas de chevaux au beau milieu de la route, tandis qu'ils pensaient avec une sorte de stupeur, de désespoir, de calme, dégoût, comme le forçat lâchant la corde qui lui a permis de franchir la dernière muraille, se recevant, se redressant, se préparant à s'élancer et découvrant alors qu'il vient de tomber au pied même de son gardien en train de l'attendre. Mais j'ai déjà vu ça quelque part, je connais ça, mais quand et où donc? Là, vous voyez, j'ai pu utiliser la forme Elek Arak parce que juste après, on coupe la phrase et on donne les paroles des personnages. Donc, dans ce cas, c'était possible. Bon, je ne lis pas le passage en turc, vous avez vu. À part ça, bon, je suis un peu... Et à part ça, il n'y avait pas que ça comme problématique dans le texte. Il y avait beaucoup d'autres problèmes aussi. Et une fois que j'ai résolu le problème de participe présent simonienne en utilisant la forme nekte makta, je me suis attardée aussi sur d'autres problèmes parce que vous avez peut-être remarqué dans des passages que j'ai cités, il s'agit aussi, comme difficulté, de l'alignement des éléments linguistiques, des expressions rivalisant qui appartiennent à un même paradigme pour exprimer l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous parlons, nous voulons exprimer nos idées, nous faisons des choix. Mais c'est très vite fait. Nous essayons de trouver la bonne formule, le bon verbe, le bon substantif, le bon adjectif. Mais finalement, on fait un choix, tant bien que mal. Parfois c'est très réussi, parfois c'est moins réussi, mais on fait un choix, on dit une seule chose. Mais là, Georges n'arrive pas à le faire parce qu'il est tellement déconcerté, il a tellement un esprit embrouillé qu'il n'arrive pas à choisir et il dit les choses, il aligne des choses qui disent la même chose en fait. Parce qu'il n'arrive pas à faire un choix. Ça, c'était aussi une particularité du texte. Je vais vous montrer quelques exemples maintenant. À part ça, la ponctuation était très rare. Il n'y avait pas de virgule. Très peu de points. Les tournures de phrases trop longues et qui sont entrelacées et des phrases inachevées. Pratique des parenthèses emboîtées et incomplètes, incroyable. Il y a des parenthèses dans des parenthèses, dans des parenthèses. Je vais vous montrer quelques-uns. Et en plus, par malheur, il y a des parenthèses qui s'ouvrent, qui ne se ferment pas. On ne sait plus où ça se complète, où ça se ferme. Voilà, par exemple, un exemple de l'énumération des verbes qui rivalisent pour dire l'expérience. Verbe ou forme verbale adjectivant. Par exemple, quand on dit le monde arrêté, figé, s'effritant, se dépiotant, s'écroulant peu à peu par morceaux. Ce que j'ai écrit en rouge,
arrêté, figé, ça veut dire à peu près la même chose. Et en turc, dünya durmuş, donmuş. Bon, normalement, on dit soit l'un, soit l'autre. On ne dit pas les deux. Et après, s'effritant, parçalanmakta, se dépiautant, un ufak olmakta, s'écroulant peu à peu par morceaux, yavaş yavaş parçalar haline çökmekte. Encore à peu près la même chose. Mais Georges n'est plus capable de choisir la bonne formule, c'est ça le problème. Vous voyez? Autre exemple, les chiens dévorant, nettoyant, faisant place nette. Encore la même chose. Donc, ceci nous montre l'esprit confus de Georges, incapable de choisir la bonne alternative. À part ça, il y a l'emploi excessif de certains éléments, par exemple comme ou plutôt, ou c'est-à-dire. Encore la même difficulté. Il n'arrive pas à trouver la bonne formule, il cherche vraiment la meilleure. Par exemple, ou plutôt est utilisé dans le roman à 142 occurrences, c'est-à-dire 230 occurrences. Pour ainsi dire, 57 occurrences. À part ça, il y a une question qui revient souvent, mais comment savoir? Comment savoir? Il a du mal à savoir. Et surtout, ces 15 fois sont concentrés sur une quinzaine de pages dans le roman, là où il est vraiment déboussolé. Autrement, c'est-à-dire, ou plutôt aussi, c'est très souvent utilisé, c'est-à-dire la femme, c'est-à-dire l'enfant qu'il avait épousé, ou plutôt qu'il avait épousé. Yani karısı, yani evlendiği kız çocuğu. Ya da daha doğrusu onunla evlenen kız çocuğu. C'est-à-dire en plus de, ou plutôt avant la fortune, rehaussant d'une manière inégalable cette fortune. Yani servetten daha çok, ya da daha doğrusu servetten önce bu serveti aşılamaz biçimde yükselterek. De la même manière, l'expression pour ainsi dire est très souvent utilisée. Parce que même l'idiotie était apparemment quelque chose de trop fin, de trop subtil et pour ainsi dire de trop intelligent pour appartenir à Vacques. Peut-être alors n'avait-il existé que pour être Vacques l'idiot. En tout cas, il n'avait plus à s'en soucier maintenant. Pauvre Vacques, pauvre crétin, pauvre type. Parce que Vacques, il est tué en même temps que le capitaine à la guerre. Donc vous voyez. Redondance du syntagme, mais comment savoir? Un exemple. Qu'il n'avait même pas détourné la tête pour les écouter, il parle du capitaine, ni ouvert la bouche pour leur interdire de déserter, ni fait mine de tirer son revolver pour les en menacer. Mais comment savoir? Il fait un geste de capitaine, et ce geste-là, il tire son épée, et il est en face des soldats allemands armés. Et quand il tire son épée, le soleil brille sur l'épée et il devient un cible très facilement visible. C'est comme ça qu'il est ciblé par le soldat allemand et le soldat allemand tire lui et il le tue. Et là, il n'arrive pas à comprendre s'il a voulu se faire tuer par ce geste. C'est pourquoi il dit, mais comment savoir? Après, il interprète ce geste, ceux qui restent en vie, parce que le reste de l'escadron est tué, il reste seulement 4 soldats en vie. Donc voilà la ponctuation rare c'est un texte à peu près de 72 000 mots, 72 000 mots, donc un texte comme ça. Il n'y a que 647 points. Et ce qui revient 1 point pour 111 mots environ. Normalement, dans un discours comme ça, on utilise beaucoup plus souvent le point. Et il n'y a que 5620 virgules. Donc, ça fait 1 virgule pour 13 mots environ. Et ça aussi, c'est peu. Il y a
653 points de suspension, 685 de points, 82 points virgule, 115 points d'exclamation, 257 points d'interrogation, 561 parenthèses ouvrantes, attention, 556 parenthèses fermantes. Vous voyez, le nombre n'est pas égal, parce qu'il y a des parenthèses qui s'ouvrent, qui ne se ferment pas, et l'inverse. Et 298 tirets. Voilà. Bon. Je vous donne un exemple de la pratique abondante des parenthèses. Ce que j'ai mis en jaune, c'est une grande parenthèse. Dans cette grande parenthèse, vous voyez encore 4 autres parenthèses. La première en bleu clair, en vert clair, en rose et en rouge. Vous voyez 4 parenthèses dans une grande parenthèse. C'est pas évident, hein, parce que traduire les parenthèses, c'est une difficulté aussi, parce que comme ce n'est pas la même syntaxe, parfois les parenthèses interviennent pour éclaircir le contexte flou. Donc les parenthèses nous donnent le personnage dont il s'agit. Parfois il faut couper une parenthèse en deux en turc parce que la syntaxe nécessite comme telle, comme vous voyez là. Donc là, en français, c'est une seule parenthèse, mais j'ai dû en faire deux parce qu'il fallait faire comme ça. Alors, des phrases qui n'en finissent pas, qui s'enchevêtrent, des paragraphes qui continuent pendant des pages, une dizaine de pages, même une vingtaine de pages, un paragraphe. Alors, face à un tel discours, le lecteur aussi se sent déconcerté. Mais c'est un effet voulu de la part de Simon parce qu'il convoque son lecteur à une co-expérience avec Georges. Il veut que le lecteur soit aussi déboussolé que Georges. Alors, pour conclure, en partant de la défaite de l'armée française face à l'armée allemande en Flandre à la Seconde Guerre mondiale et à l'aide d'un texte fragmenté, Claude Simon semble vouloir montrer comment la guerre détruit la vie des gens faisant face à une telle catastrophe. Et le texte nous donne une merveilleuse description de ce qu'est la guerre. Je cite ce paragraphe. Mais comment appeler cela ? Non pas la guerre, non pas la classique destruction ou extermination des deux armées, mais plutôt la disparition, l'absorption par le néant ou le tout originel de ce qui une semaine auparavant était encore des régiments, des batteries, des escadrons, des escouades, des hommes, ou plus encore, la disparition de l'idée de la notion même de régiment, de batterie, d'escadron, d'escouade, d'hommes, ou plus encore, la disparition de toute idée, de tout concept, si bien que pour finir, le général ne trouva plus aucune raison qui lui permet de continuer à vivre, non seulement en tant que général, c'est-à-dire en tant que soldat, mais encore simplement en tant que créature pensante, et alors se fit sauter la cervelle. Alors, l'écriture simonienne reflète le monde de la physis plutôt que celui du logos, ou bien elle se situe à l'entre-deux. Cette écriture atypique témoigne de la destitution de l'instance énonçante du domaine du logos. L'instance devient incapable de juger les réalités auxquelles elle fait face. Elle circule entre le logos et la physis en s'arrêtant très souvent à leurs frontières. Cette écriture anarchique, oui, on peut le dire, c'est une écriture anarchique, menace aussi l'instance de réception, c'est-à-dire le lecteur. Ce dernier risque de se transformer en quasi-sujet ou non-sujet qui ne serait plus capable d'appréhender cet univers chaotique créé dans la route de Flandre. Dès lors, l'analyse sémiotique lui offre son guide salutaire pour qu'il ne tombe pas dans le gouffre de l'insignifiance.
Ainsi pourrait-il savourer les délices de l'écriture simonienne. Alors, j'ai voulu conclure comme ça. J'ai partagé cette expérience de traduction à plusieurs occasions et dans plusieurs publications. D'abord en 2017, j'étais en plein travail de traduction et j'ai présenté mon atelier de traduction au premier congrès mondial de traductologie à Paris. Après, on a fait un chapitre à partir de ce travail, publié dans la revue des mots aux actes à Paris. Ce chapitre a été traduit en turc par une de mes anciennes doctorantes et publié dans ce volume. Après, j'ai présenté une fois que j'avais terminé le travail. Cette fois-ci, j'ai présenté mes douleurs, mes difficultés lors de cette traduction dans un congrès, au 8e congrès de la Société européenne de littérature comparée, qui a eu lieu à Lille, en France, en août 2019. Et après, j'ai fait une conférence d'ouverture à l'Université de Bandırma, toujours la même année 2019, pour raconter cette expérience. Et ça a été publié dans ce volume. Donc, aujourd'hui, je suis contente de partager avec vous cette expérience. À chaque fois, je le revis. Mais cette fois-ci, je ne souffre plus. J'ai le plaisir de partager avec vous. Tout à l'heure, j'ai lu les commentaires des simples lecteurs. Il y avait un lecteur qui disait « Je n'ai pas aimé à le lire, mais j'adore l'avoir lu. » Moi, je dis « Je n'ai pas aimé à le traduire, mais j'adore l'avoir traduit. » Alors, et je voulais terminer avec cette belle photo de tablé chez les Coquets en avril 2011. C'était pendant cette soirée-là, pendant ce dîner-là, chez les Coquets, que le compagnon de Magdalena Novotná, mon ami, à côté en noir, a posé cette question de savoir quel est l'auteur français qui restera au siècle à venir, l'auteur français du XXe siècle. Et c'est là que Coquet, en coupant le gâteau, a répondu Claude Simon. Et à côté, il y a Madame Coquet, une personne charmante, très gentille, qui nous a accueillis merveilleusement ce soir-là. Alors, je rends hommage, les deux sont disparus, Madame et Monsieur Coquet, et je rends hommage à leur inoubliable souvenir. Je suis reconnaissante à jamais à mon directeur, vraiment par tout ce que j'ai appris de lui. Il m'a ouvert la voie dans mon parcours académique. Et donc, je lui suis reconnaissante à tout jamais. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, je peux peut-être répondre. Mais je ne suis pas sûre. Peut-être il y aura des questions auxquelles je ne vais pas répondre. Merci tous, c'est passionnant. J'aurais deux questions ou commentaires, l'une portant sur la première partie et l'autre portant sur la seconde partie. Sur la première partie, tu as entre autres proposé une typologie des non-sujets que je trouve très suggestive, très riche, qui montre surtout l'existence d'un chantier à construire. Parce que je me demande si, lorsqu'on fait une typologie comprenant 8, je crois que c'est 8 oui, 8, oui. Est-ce qu'il n'y a pas de hiérarchie susceptible de structurer ces 8 entrées en sous-ensemble eux-mêmes? Et je me demande si, parmi les 8, je ne vais pas revenir dessus, mais je pense juste une question, une suggestion. Je me demande si parmi les 8, le non-sujet qui est en cause dans la route des Flandres n'est pas un non-sujet particulier, qui est le non-sujet de la perception imparfaite. Celui qui est confronté, peut-être c'est celui
dans cette catégorie qui relèverait du tiers actant immanent, celui qui ne voit pas. La peur, le trauma, oui. Alors, j'arrive à ma deuxième question concernant la route des Flandres. Je me souviens qu'il y a un texte, je ne sais plus où il est, on recherchera, un texte de Merleau-Ponty qui commente les participes présents de Claude Simon. Et ce n'est pas un hasard, évidemment, si Merleau-Ponty s'est intéressé particulièrement à l'écriture de Claude Simon. D'une certaine manière, on pourrait dire peut-être que, comme Zola est le romancier du positivisme, Claude Simon est le romancier de la phénoménologie. Et tout ce que tu nous as montré porte cette analyse scientifique de tous les phénomènes syntaxiques, morphosyntaxiques que tu as donné évidence, montre qu'on est sans arrêt confronté à une sorte de crise du croire. Crise du croire ce qu'on voit. C'est-à-dire que ce qui est en cause, c'est ce que les phénoménologues, Husserl, appellent l'orthodoxa, la croyance mère, le fait que l'on croit en ce que l'on voit. Et que lorsque ce croire est mis en péril, en quelque sorte, il est comme désajusté. Et le sujet se met en quête d'un ajustement. D'où tous les phénomènes de ou plutôt ceci, ou plutôt cela, mais encore un peu plus. Et donc je crois qu'on est vraiment dans le laboratoire de la croyance mère. Tout à fait, oui. De la croyance mère qui est en cause, et qui fait qu'on peut dire d'ailleurs que le croire est la modalité première, avant même le vouloir. C'est le croire que nous apprend la phénoménologie. Et donc je me demande si, je trouve très très intéressant pour l'entreprise que tu as fait de voir quels sont les moyens par lesquels l'écriture en français, chez Simon en turc, dans sa traduction, par quels moyens finalement se réalise cette quête de l'ajustement impossible. De l'ajustement impossible de la perception au monde tel qu'il est. Alors, merci beaucoup en tout cas pour cette étude formidable. Merci pour les remarques et les questions. Pour la première question, oui, dans cette typologie que j'ai proposée, j'ai travaillé sur beaucoup d'exemples, en fait. J'ai ramassé les exemples et c'était un sujet que j'aimais beaucoup et les étudiants avaient beaucoup d'intérêt à cette notion-là. Et il y a des étudiants qui sont diplômés, qui partent et qui reviennent. Et après, une fois, un étudiant m'a dit « Madame, j'ai tout oublié, mais je n'ai pas oublié le non-sujet. » Tellement ça les intéressait le non-sujet parce que je donnais toujours des exemples de la vie quotidienne. Le non-sujet, ce n'est pas une notion comme ça, placée haut, mais c'est nous, à tout moment, nous devenons non-sujet, soit sous l'effet de la passion ou bien sous l'oppression sociale, etc. Donc, c'est quelque chose que nous vivons à tout moment. C'est nous-mêmes. Donc, en ramassant les exemples, et il y a beaucoup d'exemples dans les journaux, surtout dans les pages, la 3e page des journaux, où on a des faits divers, vraiment. Et on trouve beaucoup d'exemples de non-sujets. Donc, j'ai rassemblé les exemples et j'ai essayé de les catégoriser suivant la particularité commune qu'ils avaient entre eux. Et quand j'ai fait cette classification en 8 catégories, j'ai essayé de mettre en avant ce qui a entravé le jugement chez le sujet. Qu'est-ce qui l'a empêché de juger? Quel était le facteur? C'est comme ça que j'ai fait cette typologie. Et là, Georges, de la route de Flandre, oui, très souvent, il est sous l'instance immanente parce qu'il a très peur et il est terrorisé. C'est tout à fait normal dans le contexte de la guerre.
Et il a eu vraiment un trauma, il est traumatisé. Donc, comme tu as dit, c'est vraiment dans le casier de l'instance immanente, je le vois comme ça. La deuxième question, le quoi, la modalité du quoi, c'était ça? Oui, c'est une modalité. Oui, mais je me demande, j'ai l'impression que Georges n'a plus de croyance, tellement il est déboussolé. Il n'arrive pas à croire à quelque chose non plus. Il ne sait pas où il est, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas vraiment quand il est, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas de croyance non plus. Il est vraiment anéanti, comme David Samur, il le dit bien, le sujet est peu à peu anéanti, c'est ça. Et c'est peut-être normal dans le contexte de la guerre. On ne peut pas le savoir sans le vivre, il y a quelque chose qu'on ne peut pas le savoir sans le vivre. Et, par exemple, le tremblement de terre. Jean-Claude Coquet met l'exemple de tremblement de terre dans le casier de l'instance transcendante force cosmique, parce qu'il le voit comme un dysfonctionnement du monde. Et nous, en Turquie, malheureusement, nous faisons face à ce dysfonctionnement du monde, et c'est quelque chose que l'on comprend quand on le vit vraiment. Nous avons vécu, il y a un quart de siècle, un très grand tremblement de terre à Istanbul et aux alentours. Et moi, je me dis, si je n'avais pas eu cette expérience, je ne pouvais pas savoir ce que c'est le tremblement de terre. Ce que c'est le tremblement de terre, je ne pouvais pas le savoir. Il faut vraiment l'expérimenter. Sinon, bon, c'est quelque chose que l'on définit comme ça, une définition dans le dictionnaire, ça ne dit rien. Et le croire, je ne suis pas sûre, mais c'est peut-être apparaît quand le savoir affaiblit. On n'a pas vraiment un savoir valable, fort. Et là, on se limite à un croire. Mais ça, c'est un sujet très important qu'il faut réfléchir sérieusement, d'une façon sereine sur le croire. C'est une très bonne question, je te remercie. Je vais y penser sur le croire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Isabella. Ömer, tu passes le micro. Évidemment, je ne m'attends pas assez le texte. Je voulais vous demander qui parle. Parce que dans le texte? Oui, c'est toujours... C'est Georges, en fait. Tout le temps. Non, il y a aussi un texte. Quand il y a des parenthèses... Oui. C'est pas toujours Georges, mais souvent Georges, et aussi un narrateur de l'extérieur, qui regarde de l'extérieur. Et ça, ça peut être très intéressant, de voir qui est-ce qui parle et de quelle façon les lecteurs sont informés. Par exemple, tu as montré des parenthèses où il semblerait qu'on explique... quelqu'un d'autre explique ce qui est en train de dire Georges. Parce que là, dans ces passages-là, j'ai l'impression que le narrateur se limite au point de vue de Georges. Et Georges, comme il n'arrive pas à saisir les réalités exactement, il faut expliquer entre parenthèses. Donc le narrateur ajoute ça. Donc le narrateur est, à ton avis, est un quasi-sujet lui-même ou non. Non, heureusement pour nous, il est plus lucide. Il nous donne quelques éléments. Donc il y a... Oui, il y a un tel jeu, oui. Ça, bien sûr, on peut l'étudier aussi. Mais le texte est tellement fragmenté, c'est vraiment difficile de le suivre. C'est très coupé.
Voilà. Oui, mais probablement les sens, disons, de ce qui se passe, c'est-à-dire l'expérience de la guerre, est donnée par cette écriture-là. Oui, oui. Donc, finalement, c'est l'écriture d'un sujet. À travers cette écriture, se réalise un sujet. Mais il y a, Georges s'exprime directement très souvent aussi. Donc, il y a des passages où on écoute Georges et là, c'est vraiment le discours de non-sujet, de quasi-sujet. Je vous remercie. Oui. Si je comprends, parce que j'ai lu le roman il y a longtemps, Georges est un narrateur, je viens de définir très exactement. C'est un narrateur qui se reproche très souvent aux autonomies. C'est-à-dire, il se corrige, il essaie de trouver des mots justes ou bien non, il se questionne. Oui. Donc, bien qu'il soit un sujet, non-sujet, quasi-sujet, morcelé, il arrive à la fin de son histoire. Il sait mettre le point final. Oui, il arrive, oui, bien sûr. Donc, d'une part, si le physique fonctionne très bien ou bien pas très bien, on ne sait pas comment il reçoit le monde, s'il transmet au logos, si le logos fonctionne bien, parce que le texte ne nous le dit pas. Nous devons fier à l'expression de Georges. C'est ce que nous avons devant nous. Mais il arrive à la fin du texte. Il fait mettre le point final. Donc il a quelque chose dans le logos qui lui permet de s'exprimer comme il peut. Oui. Oui. Justement. Ce n'est pas un narrateur quelconque, ce n'est pas un narrateur pas quelconque, ce n'est pas le mot bien choisi. Et c'est un narrateur exceptionnel, je pense. C'est un narrateur à part, même peut-être original, qui nous inspire, qui doit inspirer. Mais, je ne sais pas s'il a inspiré beaucoup de... Mais il a quand même, à la fin, il a un recul par rapport à ce qu'il a vécu, parce qu'il termine son histoire 5 ans plus tard, 5 ans après la guerre. Donc le trauma de la guerre s'est apaisé et il s'est repris. Justement, il retrouve Corinne, il vit autre chose. Dans la troisième partie, ce n'est que l'histoire de Corinne et de Georges. Donc là... Oui, là, oui, bien sûr. Là, c'est ce que je voulais. mais les deux premières parties, c'est la guerre, c'est le quasi-sujet, le non-sujet, c'est ça. Donc pendant la guerre, Voilà. il est quasi-sujet avec le recul, Oui. l'identité ou bien ça. Merci. Merci à vous aussi. Question, remarque? Merci. Ça a été assez long. Je vous remercie de votre patience et de votre attention. Merci. Alors, nous venons de terminer la première journée de la deuxième école d'été renseignement universel à Israël. Et avant que le professeur Sundus Kassin ne quitte la scène, j'aimerais donc lui remettre la plaquette pour son intervention aujourd'hui, pour son intervention très détaillée et vraiment dans laquelle j'ai appris énormément de choses. Merci.
pour tout ton soutien. Je n'aurais pas pu faire cette organisation sans l'aide de Marie-Hélène. Enfin, l'aide, c'est peu dire. Nous avons monté ensemble. Elle a beaucoup fait pour cette organisation. Merci beaucoup. Et merci à vous.